Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, Eurobois 2020. Et ce matin, nous allons parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur, puisque c'est les problématiques de changement climatique et de gestion forestière. Avec moi pour en parler, monsieur Tancred Neveu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de Plantons pour l'avenir. Plantons pour l'avenir, rapidement, qui est-ce? Un fonds de dotation, c'est-à-dire une structure de mécénat. Je vous demande de rapprocher un tout petit peu votre fonds de dotation, c'est-à-dire une structure de mécénat qui collecte des dons de mécènes, entreprises et particuliers, pour soutenir à la fois l'effort de reboisement en France, mais aussi un programme de sensibilisation et éducation et un programme aussi d'appui à la recherche, notamment sur l'adaptation des essences et des techniques sylvicoles au changement climatique. Voilà, ce dont nous allons parler tout à l'heure. À côté de vous, monsieur Samuel Reich, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chargé de mission Fibra Aura. Même chose, Fibra Aura, on est dans la région Aura et Fibra. Oui, tout à fait. Donc Fibois, Fibois, c'est l'interprofession de la filière bois pour Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est issu de la fusion effectivement d'Auvergne Promobois en Auvergne et de Fibra en Rhône-Alpes. Donc je ne dois plus dire Fibra Aura, c'est ça? C'est ça. Je dois dire Fibois. Tout à fait. Ok, donc avec vous, on va planter le décor d'abord. Où on en est? On va poser le problème. C'est quoi notre problème avec la forêt et le réchauffement climatique? Monsieur Neveu et puis après monsieur Reich. Alors rapidement, bien sûr, tout le monde a une idée de l'impact du changement climatique sur la végétation et notamment sur la forêt. Et pour planter le décor, je voudrais d'abord dire que la forêt, elle est à la fois victime du changement climatique. On voit certaines essences qui souffrent de ce changement climatique par des phénomènes de sécheresse ou de chaleur excessive ou de climat qui change. Ça, c'est très visible. Donc la forêt en est à la fois la victime, mais elle peut aussi en être la cause. On l'a vu avec les grands incendies récents d'Australie. C'est une cause du changement climatique, puisque les incendies d'Australie ont relâché l'équivalent en CO2 de ce que rejette, par exemple, un pays comme la France par an. Donc il faut éviter que nos forêts ne brûlent ou soient défrichées. Ça, c'est indispensable pour que les forêts ne participent pas au changement climatique. Et puis, elles peuvent être aussi une des solutions, puisqu'elles captent le carbone. Et plus on a des forêts jeunes et poussantes, plus elles capteront de carbone. Voilà, donc la forêt, c'est la victime, mais c'est aussi quelque part la solution. Enfin, une des solutions. Et attention à ce que ce ne soit pas la cause. J'insiste là-dessus. Ce ne soit pas la cause. La cause, c'est-à-dire quand ça brûle et quand on les défriche. Il faut arrêter de défricher des forêts. Pourquoi arrêter de défricher? Parce qu'on déstocke du carbone et on sort. On déstocke du carbone en remplaçant ces forêts par d'autres, soit par des cultures ou l'urbanisation. Voilà. Arrêtons de déboiser l'Amazonie, en gros. Voilà. À côté de vous, monsieur Reich, comment vous voyez votre décor à vous, peut-être dans la région? Oui, donc aujourd'hui, effectivement, les effets ils sont très visibles. Là, par exemple, dans le quart nord-est de la France, c'est 5 millions de mètres cubes de bois qui ont été touchés par les scolytes. Donc c'est conséquent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, simplement pour ceux qui ne sauraient pas, ce que sont les scolytes et pourquoi les scolytes sont finalement une conséquence de ce dérèglement climatique? Pardon, la première cause, effectivement, c'est la sécheresse. Donc la sécheresse, c'est la hausse des températures. Il faut savoir que le scolyte, c'est un insecte qui est présent dans les forêts de façon totalement endémique, c'est-à-dire que normalement, on a des scolytes en forêt. Ils peuvent avoir un développement épidémique quand les arbres sont affaiblis. Un arbre affaibli va sécréter des phéromones qui vont attirer les scolytes. C'est particulièrement vrai pour l'épicéa qui va avoir un développement exponentiel de scolytes. C'est vrai aussi pour le sapin, mais dans une moindre mesure. Et pour d'autres essences également. Donc épicéa qu'on retrouve beaucoup sur toute l'est de la France. Voilà, tout à fait. On en a une quantité aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. On exploite à peu près 2,3 millions de mètres cubes tous les ans en sapin épicéa. Beaucoup en épicéa. Et il se trouve que cette année, on estime à peu près à 600 000 mètres cubes de bois touchés par les scolytes en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça, une des conséquences du réchauffement climatique, la sécheresse, voilà. La sécheresse qui entraîne ces scolytes, le développement de ces scolytes. Et la hausse des températures qui va engendrer plus de générations de scolytes. Normalement, il y en a 2 par an et on arrive à en avoir jusqu'à 4 puisque les printemps sont précoces et les hivers tardifs. Donc c'est compliqué.
C'est compliqué. Autre chose compliquée du changement climatique, c'est la douceur, on va dire. C'est-à-dire ces températures, ce laps de temps de l'hiver qui n'existe plus ou de moins en moins. Hein, on l'a vu, il faisait 20 degrés quand on est arrivé à Lyon en début de semaine. Donc là, en quoi cette douceur, en quoi elle est mauvaise, on va dire, pour la forêt ? Oui, en fait, cette douceur, effectivement, on n'aura pas le repos hivernal dont les arbres ont besoin pour refaire leurs réserves, on va dire, avant la reprise du printemps. Donc on va avoir des débourrements précoces. Donc malgré tout, même avec les hausses des températures, on peut avoir des gelées fortes sur des courtes durées. Fortes et tardives. Sur des périodes très difficiles pour l'arbre, qui sont la période notamment du débourrement, où c'est une période où le bourgeon est très sensible au froid. Il n'est plus protégé, il n'est pas encore feuille. Donc c'est une période qui est particulièrement sensible. Et si les arbres débourrent trop tôt, on a un risque de gelée qui est plus fort, puisqu'on est encore presque en période hivernale. Est-ce qu'il y a d'autres, je pense à la canicule par exemple, les très fortes températures que nous avons eues cet été, sont-elles aussi, comment elles impactent elles aussi les arbres ? Alors l'arbre, il va se protéger. En cas de canicule, une forte hausse des températures va en fait engendrer la perte des feuilles. Donc c'est en gros un automne précoce, donc ils perdent leurs feuilles pour éviter de transpirer. Donc le problème, c'est que ça raccourcit leur saison de végétation, mais ils n'auront pas eu le temps de faire du stock suffisant pour pouvoir passer un hiver serein, on va dire, et donc retrouver le feuillage avant de retrouver le feuillage au printemps. Donc en gros, si j'ai bien compris, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être ? Oui, je dis ce qui est assez spectaculaire justement avec les grosses chaleurs qu'on a eues à partir de 2003. On a vu ça très nettement, notamment sur le châtaignier en France, avec justement des gros phénomènes de dépérissement qui ont suivi ces canicules qui se répètent. Et aujourd'hui, le dépérissement du châtaignier, c'est plus seulement sur l'ouest de la France, en Dordogne ou en Charente. On commence à voir ça au pied des Cévennes, et puis ça remonte même sur le bassin parisien et la Bretagne, là où le châtaignier était bien à sa place. Oui. Voilà, donc on voit les conséquences arriver. Donc conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme. Sur le moyen terme, enfin sur le long terme, le court terme et le moyen terme. À court terme, c'est ce que vous venez de nous décrire, hein, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Sur le moyen terme et le long terme, c'est quoi les conséquences ? Alors, les forestiers ont pour habitude, et la filière a pour l'habitude de réfléchir en décennies et pas en années, comme on peut le faire en agriculture. Si une culture ne marche pas une année, on peut tout à fait changer l'année suivante. Nous, si ça ne marche pas une année, c'est parti pour 50 ans. Donc, il faut éviter de se tromper. Éviter de se tromper dans les essences qu'on va planter aujourd'hui pour être récoltées dans 50 ou 100 ans. Donc c'est le choix d'essence, c'est le choix de provenance, c'est le choix d'un mode sylvicole aussi qui va permettre d'assurer l'avenir de ce peuplement. Donc ce choix-là est primordial au début. Donc on a besoin, nous aujourd'hui filière, de beaucoup de R&D, donc de recherche et développement sur ces questions-là pour nous permettre de faire les bons choix. Donc il y a déjà des études qui sont en cours sur le Douglas, sur le chêne pédonculé, sur le hêtre, mais on a besoin encore de beaucoup d'appui sur ces questions-là. Pour aller voir ce qu'on peut faire. Monsieur Neveu, vous nous aviez apporté des petits documents qui vont pas tarder d'arriver à l'écran. Est-ce que vous, sur ce décor qu'on vient de planter, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Sur la gestion forestière proprement dite, effectivement, il y a la question qu'on se pose sur savoir ce qu'on va replanter pour l'avenir, mais il y a aussi la gestion des peuplements en place, hein, qui pose aussi question. Bien sûr, on ne va pas remplacer tous les peuplements partout en France. Hein. On va être obligé de se poser des questions sur la durée à laquelle on va mener les sylvicultures sur nos peuplements, la précocité et la force des éclaircies, hein, des peuplements qui souffrent de sécheresse. Une des premières solutions, c'est peut-être de réduire un petit peu la densité des arbres qu'il y a sur les parcelles, de façon à ce qu'ils puissent individuellement avoir un petit peu plus de réserve que si c'est un peuplement nombreux. Et là aussi, ça rejoint aussi les conséquences de risque. Garder sur des parcelles des trop grandes densités et des trop gros volumes de bois, le risque d'incendie est encore plus important. Et le jour où ça brûle, on a du mal à arrêter ces feux. Donc ça aussi, ça va avoir des conséquences sur la façon de gérer nos peuplements. Et il faudra faire attention justement à ne pas rêver à des forêts trop denses, trop chargées en bois. En tout cas,
tant qu'il y a des risques incendie, ça c'est clair. Et le risque incendie remonte. Et le risque incendie remonte. Hein. On a des départements en France où il n'y avait jamais d'alerte et on commence maintenant avec les sécheresses à retrouver presque au nord de la Loire des zones où les risques incendie sont importants. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème technique parce qu'on ne voit pas les documents et s'ils arrivent, on les commentera. Sinon, je vais vous demander à tous les deux maintenant, on a planté le décor, on a dit là où on en était aujourd'hui. Je voudrais qu'on voit un petit peu comment on va aborder cette question, comment on l'aborde et comment on le... Alors voilà, c'était de ça que vous vouliez commenter. Oui, donc je voulais parler justement de la plantation et pourquoi la plantation a vraiment un rôle à jouer dans ce changement, dans la gestion forestière et le changement climatique. Hein. Je le répète, ce n'est pas la seule solution, hein. C'est ce que je viens de dire avant, il y a vraiment aussi une solution sur la gestion des peuplements, mais la plantation va permettre aussi d'apporter un certain nombre de réponses, hein, parce qu'il faut avoir à l'esprit qu'on plante des arbres qui proviennent de vergers à graines, qui sont vergers installés justement pour sélectionner des graines, des provenances, et on a plus de variétés génétiques avec des peuplements issus de vergers à graines que de régénération naturelle, que du peuplement en place. C'est pas intuitif, mais c'est vrai. Une population qui est en place, si vous voulez, elle s'est sélectionnée au fil, elle a fait sa propre sélection au fil des siècles, et sa population est assez restreinte. Et lorsqu'on va créer des vergers à graines d'une même essence, en allant chercher des provenances différentes, eh bien on a une base génétique beaucoup plus large. Donnons un exemple. On a un petit Douglas là. Comment on gère la graine, enfin on va dire avec le Douglas. Dites-nous vraiment comment on fait. Le Douglas donc, est une essence qui provient donc, de l'ouest des États-Unis, qui a été amenée en France il y a 100-150 ans. Petit à petit, on a sélectionné les meilleures variétés qui étaient installés en France, et avec ces meilleurs individus, on a créé des vergers à graines qui se pollinisent entre eux. C'est des individus qui se pollinisent entre eux. Et au fur et à mesure de sélection, on peut, selon les critères qu'on veut choisir, hein, de rectitude, de vigueur, etc. Mais maintenant, les nouveaux critères qu'on essaye de choisir aussi dans les variétés qu'on va sélectionner, c'est bien sûr la résistance à la sécheresse, un débourrement tardif, d'autres critères. Ces vergers à graines-là nous permettent d'avoir justement une base génétique beaucoup plus large qu'un peuplement local. Voilà. C'est pour ça que je dis il y a beaucoup d'espoir dans ces vergers à graines. Alors, ils sont gérés par l'ONF. Il y en a 2 en France, hein, c'est ça? Il y a plus que ça. Plus que ça, selon les essences, oui, il y a au moins 4 vergers à graines ou 6 maintenant, je crois, de Douglas. Sur les autres essences, il y en a bien sûr un certain nombre. Et donc, ils sont gérés par l'ONF la plupart du temps, hein, et donc les organismes de recherche, INRAE et le FCBA travaillent beaucoup sur ces tests de descendance et l'installation de nouveaux vergers pour qu'on ait une base génétique beaucoup plus importante demain sur les différentes essences qu'on veut promouvoir. Qu'on veut promouvoir en France. Là, on a des résineux. L'autre arbre à côté de vous... C'est un cèdre. Alors là, justement, c'est un peu une particularité parce que les cèdres en France ne sont pas issus de vergers à graines, mais de peuplements. Hein, qui sont tout à fait remarquables et qui sont essentiellement du côté du Mont Ventoux. Hein, et c'est un des arbres qui donne aussi un certain nombre d'espoir pour reboiser nos forêts parce qu'il a une résistance notamment à la sécheresse qui est assez importante. Sur ces problématiques de peuplement, de reboisement, comment vous travaillez, vous, et comment vous intégrez le réchauffement climatique, le dérèglement climatique dans ce travail? Aujourd'hui, on a un comité régional de surveillance scolite dont le rôle est de faire une surveillance sanitaire de la forêt en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est un groupe de personnes issues de la filière, de l'amont de la filière, donc tous les professionnels et tous les institutionnels. Donc la DRAF par exemple et le conseil régional. Le premier objectif de ce comité, ça a été déjà d'essayer de quantifier, d'essayer de donner une photographie de la situation actuelle, du développement notamment des scolites sur notre secteur. Et également, on a donc mettre en place aussi potentiellement évaluer les besoins déjà des entreprises sur ces questions. Donc c'est par exemple la trésorerie, le besoin en trésorerie, parce qu'il va falloir, si on a plus de dégâts, mobiliser plus de bois pour ne pas le perdre et continuer de le stocker.
pour le CO2 notamment, pas le laisser en forêt. On a aussi le transport de bois, on a aussi la reconstitution. Donc c'est des besoins qui vont arriver pour les propriétaires et les entreprises. Ça impacte vraiment toute la chaîne et ça l'impacte complètement. Maintenant avec cette problématique scolite notamment. Voilà, donc le deuxième, ensuite le travail suivant, c'est aussi d'avoir une vision d'avenir, c'est-à-dire reboiser, oui, mais pas n'importe comment. Comme l'a expliqué M. Tancred, il va falloir réfléchir aux bonnes solutions. Donc comme on l'a dit, c'est une vision à long terme. Il faut réfléchir aux bonnes solutions, ne pas partir sur des zones où on sait pertinemment que l'essence n'est pas adaptée, ne pas repartir sur la même essence parce qu'on arrivera au même résultat, voire plus rapidement. Sur les solutions, est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous pouvez nous en donner une ou deux qui est déjà bien avancée en fait sur les solutions que vous essayez de mettre en place? Une solution, il y a un gros travail qui est fait par l'ONF par exemple sur la question du hêtre. Donc ils ont trouvé une provenance de hêtre qui est située dans le sud de la France, un peu atypique parce que c'est une station qui est relativement sèche, où on ne devrait pas, selon ce qu'on sait du hêtre, on ne devrait pas trouver de hêtre. Ils se sont servis des graines de ces peuplements-là pour multiplier les plants et ensuite les intégrer dans les forêts plus au nord. Et donc par mélange génétique, ensuite les forêts seront théoriquement, c'est une vision à long terme. Oui, parce qu'on a la vision à long terme, il ne faut jamais oublier ça, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas d'une année à l'autre. Hein. Tout à fait. Alors, ce qui est décrit ici, c'est une migration assistée en fait. Naturellement, si on observait le phénomène climatique, il y a eu des périodes de glaciation et de retrait des glaciations et de réchauffement, et la végétation et les forêts ont suivi ces périodes-là sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Effectivement, la progression naturelle d'une forêt vers le nord ou vers le sud, c'est quelques centaines de mètres par an, et encore. Hein. Et on peut justement assister cette migration en allant chercher des provenances plus méridionales, les amener vers des zones plus au nord, les planter d'ailleurs à côté d'autres parents, la même essence mais présents plus au nord, et miser sur des croisements qui permettront aussi de nouvelles variétés génétiques. C'est ça qui est important. C'est ces variétés-là qu'on va introduire qui ont des caractéristiques qui leur permettent de résister mieux à la sécheresse, qui vont se mélanger. Tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester figé. Au contraire, il faut oser. Hein. Il y aura des échecs, hein, mais il faut réaccélérer le reboisement absolument. Hein. Beaucoup de pays qui reboisent beaucoup plus que nous. En France, on est un petit peu en panne sur cette question-là, et ça va nous aider à répondre, hein, même si on ira au-devant d'un certain nombre d'erreurs, même si effectivement ce qu'on va planter aujourd'hui, on ne plantera peut-être pas la même chose dans 40 ans, mais au moins ce qu'on aura planté aujourd'hui nous aura appris beaucoup de choses. Voilà, et ce qu'on plante aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on doit récolter dans 50 ou dans 100 ans, et il faut vraiment qu'on prenne le problème aujourd'hui. Voire peut-être moins, il ne faut pas avoir peur de ça non plus. Oui, alors après, je sais pas. On peut être dans une période aussi de transition sur certaines essences, sur certains peuplements, où on va faire des sylvicultures sur 20-30 ans. On ne sait même pas aujourd'hui dire comment le climat va être dans 20 ans. Voilà, c'est l'adaptation à moyen terme, on va dire. Voilà. Je trouve qu'on a fait un bon tour d'horizon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble important de dire? Moi, c'est peut-être sur la prise de conscience quand même. Est-ce que vous êtes dans le milieu tous les jours, vous travaillez tous les jours avec des propriétaires, tous les jours avec des gens qui transforment. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience? Il n'y a qu'une prise de conscience, ou est-ce qu'on commence déjà à faire autrement? Du point de vue des entreprises, pour l'instant, c'est une vision qui est plus sur la ressource disponible. Donc les entreprises travaillent avec la ressource disponible, ce qui est parfaitement logique. Cela dit, il y a quand même une prise de conscience de la filière, puisque déjà il y a eu la création de ce comité régional, il y a des travaux qui sont faits. Et il y a une prise de conscience des entreprises, oui, qui savent qu'à long terme, on va devoir changer un certain nombre de choses. Je parlais de l'ONF, je pourrais parler aussi des coopératives forestières, des gestionnaires indépendants et autres experts forestiers qui, eux, en tant que gestionnaires, doivent avoir cette vision à long terme, et qui, eux, commencent à travailler, déjà à œuvrer pour essayer d'engager cette transition. C'est par l'implantation, donc ce que je vous ai dit sur l'ONF, mais c'est aussi par l'implantation de zones test, donc des parcelles qui vont être consacrées à l'essai d'essence ou de provenance. Voilà, donc il y a tout un... On va faire des comparatifs, c'est ça, voir un peu comment ça se passe.
Tout à fait, c'est ça. Après, sur le long terme, effectivement, changer une provenance, par exemple, si on passe du Douglas à du Douglas, même si ce n'est pas la même provenance, on conserve un certain nombre de caractéristiques du bois, du matériau. Donc, c'est plus facile que si, par exemple, un jour, on n'a plus de chêne sessile, par exemple, pour nos mérins, passer au chêne pubescent, par exemple, est-ce qu'on arrivera à faire du mérin? Il y a des chances que non. Donc c'est toute une filière qui voilà, est... Effectivement, il y a un double enjeu. Il y a l'adaptation au changement climatique, mais il y a l'adaptation et la cohérence par rapport aux utilisations du bois. Et aux besoins. Et les besoins. Et aux besoins. Donc, un message, allez. Puisque c'est la fin de notre échange, un message que vous délivrez. On a beaucoup de jeunes générations autour de nous, là. Quel est le message que vous voulez leur délivrer par rapport à cette problématique? Le message, moi, ce que je voudrais passer, c'est que voilà, il faut oser. Aujourd'hui, il faut oser, il faut justement réactiver un petit peu la recherche. On a en France des organismes de recherche qui sont très pointus, comme l'INRAE, le FCBA, mais qui ont peut-être été un petit peu endormants sur ces problématiques-là dans les dernières décennies. Il faut refaire justement, il faut réveiller cette recherche, retester, planter, je le répète, sans avoir peur justement d'un certain nombre d'échecs qui ont pu arriver dans le passé et qui arriveront aussi dans le futur. Et puis je pense, voilà, pas être dogmatique sur la gestion forestière. On va être obligé d'inventer beaucoup de gestions différentes. Dans certains cas, je le répète, des gestions plutôt à court terme, plutôt avec peu de bois sur les parcelles pour minimiser les risques. Dans d'autres cas, une gestion où justement on va plutôt laisser faire pour observer et avoir plus de connaissances. Et donc voilà, il ne faut pas être dogmatique. Et il faut, pas de dogmatisme, tout est essayé voilà. Et voir un peu comment... Et le chantier est énorme et les générations qui viennent auront fort à faire. Vous aurez le mot de la fin, monsieur Reich. Donc, moi, j'ai donc toujours les visions à court et long terme. À court terme, je remercie sincèrement le Conseil régional et la DRAF de prendre ces problématiques-là à bras-le-corps pour soutenir notre filière. Donc ça, c'est très important. Et à long terme... Il faut le soutien des politiques, il faut le soutien aussi des citoyens. Tout le monde doit vraiment s'intéresser à cette question en réalité, parce que ça va au-delà du bois de construction, c'est aussi notre cadre de vie et notre confort de vie dans un climat un peu plus apaisé. Tout à fait. Et à plus long terme, effectivement, j'insiste sur la recherche et développement qui est primordiale pour nous aider à prendre ce virage qui est historique. Et il est important de continuer d'avoir soutien, notamment de l'Europe, sur ces questions-là. Si on veut s'informer sur ces questions, ou vous avez des sites internet, il y a des sites sur lesquels on peut aller pour voir ce qui se passe? On a le site Question Forêt, qui est un site de filière sur lequel on met des actualités. Notamment, on a mis un article cette année sur la question On avait beaucoup de questions en fait sur des arbres qui étaient observés, donc en train de sécher. Donc, où on a apporté cette information-là sur les raisons de ces pertes. Et voilà, donc où on met de l'actualité sur la forêt, sur tous les systèmes qui existent potentiellement. Voilà. Comptons sur l'avenir. Après, oui, et puis en documentation un petit peu plus pointue sur le site de l'INRAE et du FCBA, vous avez pas mal d'articles sur ces problématiques et sur les programmes de recherche qui existent sur l'adaptation. Sur le sujet, sur l'adaptation. On va parler d'adaptation au changement climatique. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Batijournal TV pour nous parler à la fois du problème mais aussi des solutions. Et c'est une émission évidemment à retrouver sur notre site, notre chaîne YouTube Batijournal TV, sur les sites de nos partenaires Eurobois 2020 et France Bois Forêt. Merci à vous d'être venus jusque-là.